Avant de parler de ville fantôme, j'aimerais qu'on s'arrête une seconde, qu'on pose vraiment le décor. On a tous vu ces images d'immenses avenues toutes neuves, des immeubles impeccables et cette ambiance presque silencieuse, comme si la ville retenait son souffle. Et pourtant, au même moment, la Chine vit l'une des plus grandes transformations urbaines de l'histoire. Plus de 860 millions de personnes vivent aujourd'hui en ville, c'est colossal. Alors comment ces deux réalités peuvent exister en même temps? C'est ce paradoxe-là qui m'a poussé à enquêter. Les premières images qui circulent dans le monde datent du début des années 2010. Des journalistes se rendent dans des quartiers tout neufs. Ils filment ce moment très particulier où les bâtiments sont prêts, mais où les habitants n'ont pas encore emménagé. Ce moment-là, c'est un entre-deux. C'est un instant fragile, un instant suspendu. Un instant qui peut donner l'impression de vide, alors qu'il ne raconte pas encore l'histoire complète. Et c'est ce petit décalage temporel qui a créé un mythe énorme. Alors pour comprendre, regardons comment les chercheurs définissent vraiment ces zones. Les chercheurs ne parlent quasiment jamais de ville fantôme. Pas au sens dramatique, pas au sens cinématographique. Ils parlent plutôt de densité précoce, de sous-occupation temporaire. En clair, un quartier neuf où la population n'a pas encore eu le temps de s'installer. Et ce modèle, il est voulu. On construit d'abord l'infrastructure, les routes, les écoles, les immeubles. Et ensuite, les habitants arrivent progressivement. Ce modèle existe aussi en Corée, à Singapour et même dans certaines villes européennes. On appelle ça l'urbanisation planifiée. Rien de mystérieux, juste un calendrier différent. Mais pour vraiment comprendre, regardons les chiffres. Quand on pose des données sur la table, on voit un paysage beaucoup plus nuancé. Certaines analyses estiment qu'environ 20% du parc urbain chinois est inoccupé. Oui, c'est beaucoup. Mais dans le même temps, selon les chiffres officiels, environ 64% des habitants vivent désormais en ville. Et là, tu comprends que le phénomène n'est ni simple ni binaire. Certaines zones se remplissent très vite, d'autres avancent plus lentement, et quelques endroits restent en dessous de leur capacité initiale. C'est un puzzle, pas une vérité unique. Regardons maintenant un cas concret, un quartier qui a changé radicalement. Prenons Tianjong New Area à Changzhou. Il y a 10 ans, des images montraient des rues presque vides. On y voyait des tours neuves, un lac artificiel, des infrastructures qui semblaient attendre. Mais en moins d'une décennie, tout a basculé. Des universités se sont installées, plusieurs lignes de métro ont ouvert, les entreprises sont arrivées et les habitants ont suivi. Aujourd'hui, Jiandong est un centre financier actif. Ce n'est pas un quartier abandonné. C'était un quartier en devenir. Et ce devenir-là, on ne l'avait tout simplement pas filmé. Voyons maintenant une trajectoire différente pour garder l'équilibre. Prenons Kanbanshi, dans la ville d'Ordos. Ici, la dynamique est autre. La zone a été construite pour accueillir des centaines de milliers de personnes, mais la population n'a pas augmenté aussi vite que prévu. Elle a grandi, oui, mais moins vite que l'infrastructure. Aujourd'hui, les distances sont grandes. La densité est plus basse que la vision initiale et l'échelle du projet dépasse la demande. Ce n'est pas un échec, c'est un calendrier différent qui avance plus lentement que prévu. Chaque ville suit son propre rythme. Et un facteur qu'on oublie souvent explique beaucoup ces écarts. Ce facteur, c'est le transport. La Chine a construit l'un des plus grands réseaux de trains à grande vitesse au monde. Et là, tout change. Quand une gare TGV ouvre ou quand une ligne de métro arrive, la dynamique d'un quartier se transforme. Les temps de trajet diminuent, les entreprises s'installent, les étudiants arrivent. Certaines zones qui semblaient vides avant le TGV deviennent vivantes en quelques années. Et il existe un paramètre purement démographique dont on parle rarement. Ce paramètre, c'est le Hukou, le système d'enregistrement des ménages. Il influence l'accès à l'école, aux services, aux soins. Et donc, il influence aussi les choix résidentiels. Deux villes qui se ressemblent sur le papier peuvent avoir des trajectoires très différentes, seulement parce que l'une attire davantage de familles ou les étudiants. Ce n'est pas une question politique, c'est une question logique socio-économique. Alors pourquoi la perception occidentale reste-t-elle si différente ? Parce que les images frappent, parce que les rues vides d'un quartier neuf, c'est esthétiquement puissant. Et parce qu'on voit souvent ces lieux au moment où ils viennent d'être construits, pas au moment où ils se remplissent. C'est un angle de caméra, pas une vérité définitive. Et quand on recoupe les données, on voit que beaucoup de ces zones se densifient naturellement année après année. Alors que nous montrent vraiment les données récentes ? Elles montrent 3 réalités qui coexistent. Des quartiers nouveaux qui se sont densifiés vite, des zones qui progressent lentement, et quelques endroits où la densité reste plus faible que prévu. Et tout ça fait partie d'un modèle où la construction précède volontairement l'occupation. C'est comme poser les fondations d'une ville future et laisser le temps faire son travail. Et finalement, ce phénomène en dit long sur le futur urbain de la Chine. Ces quartiers planifiés sont souvent des prototypes, des laboratoires où on teste des infrastructures, des campus, des parcs technologiques, des modèles écologiques. Dans 10 ans, plusieurs de ces zones aujourd'hui calmes seront peut-être devenues de vrais centres urbains, et certaines seront encore en transition.